Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Dans le dernier numéro, vous savez que les femmes avaient pris le pouvoir, elles étaient 4. Là, les mecs sont revenus en force. Il reste quand même Anne-Charlène Bliza. Bonjour Patrice, je suis en minorité, mais bon, on je vais refera des survivre. émissions avec plaisir. des intervenantes, ce qui était très bien. Je suis ravi d'accueillir François Bouziane. Vous êtes conseiller en stratégie en développement commercial. Et alors, c'est passionnant, vous êtes au fond un spécialiste de la communication, on pourrait dire ça. Ça en fait partie. En tout cas, c'est un des vecteurs. Et vous avez fondé le Yvelines Business Club, alors qui regroupe des chefs d'entreprise des Yvelines. Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de réunir des dirigeants, des décideurs de la région, de l'Ouest francilien, autour de déjeuners. Une fois par mois et avec un intervenant extérieur, vraiment avec un parcours de vie exceptionnel. Nous avons reçu mardi dernier. Martine Monteil, voilà. on va voir quelques extraits tout à l'heure, puisque c'est tout récent. Hein, oui, et c'est vraiment exceptionnel. C'est patronne de la PJ, enfin voilà. Tout à fait, elle a une carrière exceptionnelle. Carrière exceptionnelle dans la police, quoi. L'une des seules femmes. La première femme. En tout cas, il y a eu d'autres femmes, mais par contre, elles étaient dans des services de renseignement, donc elles apparaissaient pas, au devant de la scène. Elle était la première médiatisée, et en plus, elle a eu une carrière complètement exceptionnelle, quoi. Jean-Baptiste Duclerc, bonjour. Bonjour Patrice. Vous enseignez toujours à l'université de Versailles-Saint-Quentin. J'ai oublié de dire que Anne-Charlène enseigne toujours à Sciences Po et ça à n'a pas l'université changé. de Rouen. Hein, En effet. Et Jean-Charles Lajoigny. Bonjour. Ça va bien, vous êtes éditeur. Toujours. Et voilà le dernier livre que vous publiez qui s'appelle Les Oubliés. Alors, un petit chef-d'œuvre, un peu comme tout ce qu'on publie. Malika Gagna, pardon. Ouais, un peu comme tout ce qu'on publie, c'est vraiment très très bien. Oui. Et c'est le deuxième livre de Malika Gagna, qui avait auparavant gagné quelques concours de nouvelles, et c'est le deuxième livre qu'on publie de lui. Et c'est un très bon roman policier qui mixe une histoire de vieux musicien qui a disparu avec une histoire de gens de SDF et de migrants. Enfin, c'est assez habile, assez actuel et très très intelligemment combiné. Donc, ça s'appelle Les Oubliés. Les Oubliés. Qui est aussi le titre d'un album d'un chanteur qui s'appelle Gauvin Serre. Voilà, et puis il y avait aussi le film de Buñuel. Et le film de Buñuel, absolument, oui, il y a un paquet d'oubliés. Justement, revenons à l'Yvelines Business Club. Donc vous avez reçu Martine Monteil. On va regarder un petit extrait, puis vous en reparler après. Entendu. Martine Monteil, donc ex-patronne de la PJ. Qui m'a donné aussi cette légitimité. Je parle de ça parce que là, j'anticipe, parce que je suis arrivée jusqu'à directeur du Quai des Orfèvres et ensuite même directeur central de la police judiciaire, c'est-à-dire pour toute la France. Le 36 Quai des Orfèvres, c'est Paris et les 3 départements de la Couronne. Et la DCPJ, c'est toute la France, plus l'outre-mer, etc. Donc, vous voyez, j'aurais pu être avocat, j'aurais pu être magistrat. Non, c'est quand même policier qui m'intéressait. C'est le côté chasseur. Et cette traque, cette étude. Sinon, on les a en première ligne, les voyous. Le magistrat, il les a, c'est prémâché. Tout a été fait. Il ne reste qu'à les mettre en prison. Bon, si seulement ils pouvaient le faire plus souvent. Elle est drôle, hein, en oui. plus. Oui, beaucoup d'humour. Un humour assez grinçant par moments. Par contre, une expérience complètement exceptionnelle. Oui, elle avait raconté d'ailleurs dans un livre comment se faire être le chef d'un milieu qui est quand même un milieu d'hommes. Beaucoup de moustachus, oui, c'est vrai. Oui, beaucoup de moustachus. Et elle a réussi d'ailleurs à se faire accepter. Ce qu'elle nous a exprimé, c'est le fait qu'elle ait toujours été sur le terrain. Elle a démarré comme stagiaire et en plus dans son expérience, elle a eu, je ne sais pas si on dit la chance, mais en tout cas sur sa trajectoire, 3 serial killers. Donc ce qui est complètement exceptionnel dans la vie, et surtout en France. Et Guy Georges, non Guy Georges, il y a eu l'étrangleur du 12e d'abord, et puis Mamadou Traoré. Ouais. Qui assassinait les femmes à coups de poing. Donc ça, c'était très très violent. Et donc en France, c'est assez exceptionnel. Et elle a toujours obtenu sa légitimité en étant sur le terrain. Donc ça, c'est ce que je... Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression, on se dit peut-être une femme, elle est plus dans les bureaux, etc. Non, elle était vraiment au contact de la réalité, quoi. Tout à fait. Et d'où le respect qu'elle a obtenu de
les gens qu'elle dirigeait. Et ce qu'elle nous a exprimé également, c'est le fait qu'elle n'a jamais joué le mec, entre guillemets. Donc ça, elle est très féminine, d'ailleurs. Enfin, tout à fait. Sur les photos, sur le livre Un flic, tout simplement, il y a eu une série TV, enfin en tout cas... Oui, absolument, qui a été tirée de ça. Ouais. Bien sûr. Beaucoup de charisme, en tout cas. Donc ça fait partie de ces personnalités que vous recevez dans le Yvelines Business Club. Tout à fait. Au mois de mai, nous recevons Patrick Puy, qui est le PDG du groupe Vivarte. Donc un monsieur qui a parfois une réputation assez dure. Oui, par contre, il va nous exprimer le fait comment on fait pour redresser un groupe qui est complètement au bord de la faillite. Donc ça, c'est exceptionnel, parce que également, on peut en tirer des enseignements, même à plus petite échelle. Les erreurs à ne pas commettre. Et quand on est en crise, comment on fait ? Comment on passe au-delà de la crise, quoi. Et nous avons comme parrain exceptionnel qui sera présent à notre déjeuner du mois d'octobre, Franck Ménel, qui a démarré sa carrière en fait dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye, avec ensuite une carrière de rugbyman international et cofondateur d'Eden Park. Oui, c'est ça, absolument. Donc là, on allie sport de très haut niveau, business, donc c'est ça qui est super intéressant, quoi. Qui est une marque qui marche très bien. Oui, tout à fait. À l'international. Qui était d'abord un peu la marque des rugbyman, et puis qui s'est un peu élargie, quoi. Enfin, complètement, tout à fait. Oui. C'est assez large d'ailleurs. Oui. Alors, Martine Montaigne disait des magistrats, voilà, il reste plus qu'à mettre les gens qu'on a arrêtés en prison. Ils devraient d'ailleurs les mettre un peu plus. Elle serait peut-être contente de travailler au Japon. Ah là, ce serait le rêve. Parce que parlons un peu de Carlos Ghosn, qui a été donc remis en prison dans des conditions quand même. Quand on parle, parfois on dit que la justice française est en crise, qu'elle marche pas très bien, mais on a l'impression quand même que par rapport à d'autres pays qui sont quand même des démocraties, elle est quand même plus respectueuse des droits des uns et des autres, non ? Oui, non, parce que il y a deux choses. C'est que d'abord, ce que je trouve amusant, c'est que Carlos Ghosn, là, il se plaint du Japon d'être traité. En fait, il est traité comme un Japonais de base. Donc, il est traité comme tout le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait traité différemment d'un Japonais ? Je veux dire, il trouve pas japonais, non, mais il trouve qu'il est au Japon. Et on le soupçonne d'avoir commis des infractions au Japon. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit embastillé dans les mêmes prisons. On va pas faire une prison spéciale pour Carlos Ghosn. Non. Donc, mais voilà. On a l'impression qu'il y a quand même une pression de la justice japonaise pour obtenir ou des aveux ou pour faire craquer quand même. Non ? Oui, mais c'est le principe même de ce qui se passe au Japon. Et j'ai jamais entendu Carlos Ghosn se plaindre du Japon quand il en profitait, quand il en était quasiment le vice-empereur. Il s'est jamais plaint que le Japon pratique la peine de mort beaucoup plus souvent quasiment que les États-Unis, ce dont personne ne parle. Je veux dire, c'est quand même c'est curieux. Alors tout d'un coup, il trouve que le Japon, c'est pas si emballant que ça. Il nous avait dit que c'était très bien pendant des années, qui profite des joies du Japon et des peines du Japon. Je vous donne la parole, mais François Bouziane, puisque vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise, vous êtes vous-même un chef d'entreprise. Carlos Ghosn a fait appel un peu au gouvernement français, en disant voilà, je suis un citoyen français, est-ce qu'on peut... J'ai peu répondu. Visiblement, le gouvernement le laisse... dans la situation où il est, est-ce que c'est pas un mauvais signal pour les chefs d'entreprise ? Alors, je dirais que là, on se place dans un niveau aussi qui est très particulier, parce que oui. On est dans un empire, dans des Bien groupes sûr. qui... moi, j'interviens beaucoup auprès de PME, donc les gens sont complètement éloignés de cette vision-là. Moi, je fais des parallèles aussi avec Messier, qui a vécu il y a quelques années cette déchéance. Pour rejoindre des propos, c'est que je pense qu'il préférait quand il était héros de manga. Et c'est un peu la destitution et l'idole qu'on a portée au nu. Là, elle est descendue. Et le gouvernement est aussi actionnaire de Renault. Et donc, je pense qu'il y a aussi un travail de communication par le fait de ne pas être trop solidaire de Carlos Ghosn. Et donc, je crois qu'il est lâché, tout simplement. Oui, ils l'ont lâché, oui. Mais je dis, est-ce que... Voilà, les chefs d'entreprise je crois qu'il y a ce décalage, c'est qu'on parle de niveau de rémunération, on parle aussi de nous sommes pas loin de Versailles, donc il y a des questions sur l'utilisation du château. Là, on est dans la démesure et on est très très loin de ce que je connais de la vie d'un dirigeant d'entreprise en France, d'une PME ou même d'une ETI.
Oui, on est complètement déconnecté. C'est vrai que c'est un cas très à part. Anne-Charlène ? Moi, je crois qu'il y a 3 choses dans cette affaire. La première, c'est que je te rejoins sur un point, c'est qu'il faut replacer ça dans le contexte du Japon où la confiance, elle est particulièrement importante. C'est une valeur, le dirigeant, c'est un demi-dieu, et donc un abus de confiance, c'est un crime d'État. C'est voilà, on pourrait pas avoir des affaires comme on en a eu en France au Japon. Ça n'existe pas pour eux. C'est immoral, c'est pire que tout. Il y a cette première chose. La deuxième, à mon avis, c'est de replacer un petit peu dans le droit pénal. C'est que, comme vous le dites, même si le Japon est une démocratie, il y a démocratie et démocratie. On est la patrie des droits de l'homme et on a évidemment une procédure pénale bien plus respectueuse des droits de la défense que ce qu'est en train de vivre Carlos Ghosn, qui est détenu dans des conditions qui sont quand même pitoyable, pour lequel il n'y a pas vraiment de présomption d'innocence chez eux, c'est-à-dire qu'on vous interroge à l'envi, on peut vous garder 22 heures en garde à vue. Donc la troisième chose, c'est que je crois qu'il est vraiment lâché parce que précisément on extrade beaucoup de nos ressortissants et au contraire on les rappelle très souvent pour dire nous avons besoin de les avoir dans des prisons françaises, etc. Et là, comme par hasard, on le laisse dans des conditions qui, à mon sens, ne sont vraiment pas du tout proches de ce qui se passe en France et de ce qu'il a le droit d'avoir en tant que ressortissant français. Alors, on récupère les condamnés du monde entier une fois qu'ils ont été condamnés. Là, il n'est toujours pas condamné. Là, donc on peut pas. Pas toujours. On peut les récupérer en disant voilà, on a envie qu'ils suivent une procédure pénale française parce que c'est notre ressortissant. Et ici, on s'arrange beaucoup du fait que comme il était là-bas, c'est la juridiction de là-bas. Et à mon avis, ça, c'est profondément discutable. Mais ça va avec ce déshonneur, justement, japonais et aussi ce déclassement qu'il vit dans son propre groupe. Je crois que les deux vont de pair. Non, sans répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que on oublie parfois que lorsqu'on va dans un pays étranger, c'est les lois de ce pays qui s'appliquent et qu'on s'expose à des poursuites et à un système judiciaire qui est propre en cas de conflit et de manquement aux lois du pays. Donc après, c'est le système qui s'applique, le système japonais, avec un modèle de justice qui, à certains égards, ressemble un petit peu au modèle américain, avec cette mise en scène très importante qui nous choque beaucoup côté français. Bon, alors après, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants de l'affaire. Oui, il est difficile. Vraiment, lui, il faut un petit peu le rappeler. Donc, bon. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'observer le comportement qui va être celui de l'État français vis-à-vis de sa situation, puisqu'il est vrai que c'est un système qui est donc plutôt démocratique et normalement l'État français ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures donc de ce pays et puis de surcroît ne peut pas exiger du pouvoir politique d'obtenir quelque chose du domaine de la justice si séparation des pouvoirs il y a. Donc ça va être intéressant de voir comment le gouvernement va réagir ou ne pas réagir à cette situation. Cela dit, il a aussi trois nationalités, donc il peut aussi en appeler au Brésil ou au Liban. Hein, donc s'il veut. Et puis, mais en revanche, quand même PDG de Renault, voilà. Oui, non, mais non, c'est surtout qu'à mon avis, l'affaire. Je ne sais pas si tu avais terminé ton propos. Non, oui, mais je voulais juste terminer sur le fait que, au-delà de tout ce qu'on peut penser de l'affaire et de Carlos, les conditions, les conditions de détention sont absolument monstrueuses. Non, c'est monstrueux. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Enfin, c'est des conditions absolument inhumaines. Enfin, et il est très fort s'il ne devient pas fou, hein, parce que pour les entreprises, là, il y a eu le procès Tapi, par exemple, avec Stéphane Richard, PDG d'Orange, qui est donc contre lequel a été demandé une peine de prison ferme. On a entendu les salariés d'Orange qui sont un peu inquiets, évidemment, par ça. Pour Renault, est-ce que l'affaire est déjà passée, enfin la page de Ghosn est déjà tournée, ou est-ce que c'est un changement de dirigeant, changement aussi de l'image, un petit peu justement en se désolidarisant parce que beaucoup. Justement, le PDG, le nouveau PDG, prend un salaire qui est 450 000 euros par an. Ils ont annoncé qu'il n'aurait pas sa retraite chapeau, qu'il n'aurait pas son poste. Non, au-delà de tourner la page, ils ont fermé le livre, je crois, sur Renault. C'est un président normal qui va arriver. Donc, on va voir ce que ça donne. Un changement de management très important. Et puis en plus, là, on parle beaucoup de Renault, et n'oublions pas Nissan. Parce que la dimension Nissan, elle est forte dans cette histoire. Et en tout cas... c'est le nœud du problème. C'est même le sujet. Et Renault, donc le développement de Renault doit beaucoup aussi à celui de Nissan au départ. Et en tout cas, pour avoir quelques amis qui sont acteurs chez Renault,
à bon niveau. Là, il y a un vrai souffle nouveau. Et il y avait une vraie attente, parce que le management de Carlos Ghosn, c'est quelque chose de très difficile à vivre, quoi. Mais oui, alors c'est toujours d'ailleurs une question qu'on peut se poser. Est-ce que, enfin, comme ça, quand il y a des grands managers, des grands PDG, on a l'impression qu'ils sont uniques. Est-ce qu'ils sont aussi uniques que ça? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient faire à peu près la même chose? Et est-ce que ça vaut les sommes auxquelles ils sont rémunérés? On peut toujours dire, on aimait bien les maximes, que personne n'est indispensable. Enfin, je veux dire, on peut toujours remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre. Je veux dire, Renault et Nissan survivront au départ et à l'incarcération de regardez Carlos Tavares chez Peugeot, visiblement. Enfin, voilà, il a quand même redressé l'entreprise, ramené des bénéfices. Ça s'est exprimé après, parce que quand ça fonctionne, il viendrait à personne de dire que d'abord tout le monde est unique déjà, pour commencer. Par contre, là, il y a eu des vraies vertus et il y a eu une vraie impulsion. Donc il y a eu une vraie politique. C'est Peugeot. Peugeot ou ces grands groupes. Oui, c'est-à-dire au moment où ça fonctionne, on attend d'un chef, parce que là c'est carrément un capitaine d'industrie énorme. Ce qu'on attend, c'est une vraie vision politique. Et quand ça fonctionne, là, il est bien unique et il est bien l'entraîneur du système. Après, quand la statue se dévisse, eh bien alors là, tout le monde ça entraîne le système. Donc, est-ce que ça le vaut? C'est un autre débat. Oui. Qu'est-ce qui vaut quelque chose? Il y a le débat qui a lieu sur les retraites chapeau. Il y a Tom Enders, le patron d'Airbus, qui va partir avec une trentaine de millions. Ouais, c'est beaucoup, quand même. Là aussi, Bruno Le Maire, les gouvernements prévoient de limiter les retraites chapeau, ce qui n'est pas très facile, je pense, juridiquement. Mais enfin. Il y a également des dispositions dans la loi Pacte, justement, sur le say on pay, sur la manière dont les actionnaires pourraient... La loi Pacte, c'est la loi qui est en discussion dont on parle uniquement pour la privatisation de l'aéroport de Paris, mais qui est une loi monstre qui contient en fait beaucoup de dispositions de modernisation de l'entreprise, dont celle d'assumer un écart type raisonnable entre les salaires des plus hauts... responsables de l'entreprise et des PDG pour qu'il y ait une forme de parité. Je crois que ça va avec l'air du temps, en quelque sorte, c'est-à-dire que en politique, c'est la même chose. Maintenant, on ne supporte plus les inégalités. On a un petit peu ce sentiment qu'il faut arriver à tout ce qui devient exorbitant devient anormal et très mal vécu, je pense, dans cette situation de crise. Les opposants à ça disent, mais vous aurez plus de grands PDG en France. Enfin, est-ce que regardez Air France, et on a cherché... quelqu'un à l'extérieur qui a fait augmenter beaucoup ses revenus. Hein. Voilà. Mais après, il faut aussi être honnête vis-à-vis de Tom Enders. C'est-à-dire que tout le monde parle de cette somme effectivement faramineuse de 36 millions d'euros, mais c'est pas un chèque de 36 millions d'euros qu'on va lui faire. C'est une somme de 36 millions d'euros calculée sur une espérance de vie à 85 ans. Il en a 60, je crois, ou 65. Enfin, donc, c'est calculé sur 20 ans. C'est tant de millions par an. Voilà, c'est donc 36 millions divisé par 20 ans. On arrive peu ou prou quand même à quelque chose qui est quand même moins effrayant. Je veux dire, vous parliez non, bien sûr, mais vous parliez tout à l'heure du salaire du nouveau patron de Renault à 450 000 euros, etc. Voilà, là, si on divise 36 millions par 20 ou 25 ans, on va arriver à un truc extrêmement raisonnable, mais enfin extrêmement suffisant. Ils avaient un peu plus presque 2 millions par an. Mais voilà, c'est pas, ça paraît déjà moins choquant. Il faut pas oublier ça. C'est sur 85 ans. C'est tout cumulé. Tout cumulé fait 36. Voilà. Parce qu'il y a deux paradoxes aussi, c'est que personne ne reproche, ou très peu, les salaires des footballeurs. Donc là, on estime aussi qu'ils sont exceptionnels. Donc voilà, ils ont des qualités particulières. Et là où on pourrait s'interroger, c'est quand il y a un parachute doré en cas de non-résultat. Parce que si c'est indicé sur un vrai résultat... Le problème, et je suis là, quand quelqu'un a réussi, a fait grimper sa boîte, etc., bon, ça, on peut admettre. Mais c'est vrai que les parachutes existent aussi pour des gens qui ont eu des politiques moins... Je dis pas catastrophique, je sais pas, mais qui ont eu moins de résultats, quoi. On est loin du Japon, on est loin du harakiri. Quand on réussit pas, on perd la face, raison. on s'en va. Vous parlez des footballeurs, mais si c'est 300 000 euros par jour. Donc, voilà. C'est un débat lancinant, la rémunération des grands patrons qui lie beaucoup notre pays avec cette passion française pour l'égalité. On supporte difficilement des écarts de revenus complètement hallucinants. Et dans le même temps, c'est un petit peu mêlé parce qu'il y a aussi une sorte de fascination pour la culture du chef, du grand dirigeant chez les Français, que ce soit en politique ou dans le domaine économique. Donc à la fois, on se passionne, on admire, et en même temps, il y a cette détestation. Et puis ces écarts de richesse qui sont évidemment très mal vécus, et surtout en ce moment.
Mais c'est vrai que, oui, puis ça pose une question un peu philosophique. Est-ce qu'un homme peut valoir 20 fois, 30 fois ou 40 fois ce qu'on veut un autre? C'est ça le fond des choses. Alors, si on indexe effectivement la réussite, enfin la rémunération sur la réussite, si on a une grande réussite et qu'on dirige un grand navire, effectivement, ça peut être considéré comme n'étant pas choquant, sauf à considérer que effectivement un partage des richesses est complètement nécessaire compte tenu effectivement du fait qu'on ne peut pas donner à la hauteur d'un homme quelque chose qui dépasserait qui serait à hauteur de centaines de vies de SMIC. Oui. Effectivement, donc c'est un positionnement politique avec des postulats de départ philosophiques. Qui sont propres à chacun. Oui, François. Je reviens sur le mot, c'est-à-dire qui a été prononcé, c'est la valeur de l'homme. Oui. En tout cas, on peut imaginer plus le résultat d'un travail ou d'un apport, de ce qu'il produit. Et là, c'est plutôt les distorsions d'échelle. Pour moi, il y a deux choses dans cette histoire de Carlos Ghosn, c'est la distorsion, les échelles, et puis l'effet exponentiel et la perte de raison. C'est-à-dire qu'il s'extrait des réalités humaines et la déchéance est apparue quand on ne le voit pas descendre ou on le voit descendre de son jet privé. Donc c'est cette distorsion et c'est cette perte d'échelle. Et c'est ça c'est ça, c'est ce que ça provoque probablement. Et comme l'être humain est complètement paradoxal, ça va quand c'est une idole, si c'est un rappeur coté ou un footballeur. Donc là, on accepte. L'excuse entre guillemets des footballeurs, c'est de dire que leur carrière est courte. Mais que penser alors de la valeur de l'ex-femme de Jeff Bezos qui vient d'empocher 34 milliards de dollars. Donc là, est-ce que cette femme-là vaut plus qu'une autre femme? Non, mais 34 milliards de dollars. C'est bien joué. C'est pareil. Il y a des chats qui valent beaucoup aussi. Oui, des chats et des chiens. Oui, des chats, oui. Choupette, par exemple, la chatte de Karl Lagerfeld. C'est donc la 4e fortune du monde. Enfin, voilà, je veux dire. C'est vrai. Moi, je crois que ça pose une question. Si on part du postulat philosophique, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec les postulats de moralisation en politique ou en droit en règle générale. C'est que, à mon avis, c'est quelque chose de profondément personnel. Personne n'a obligé Carlos Ghosn à avoir autant d'argent. On peut redistribuer ses biens. Gandhi n'avait pas demandé à être payé. Donc, si c'est une valeur personnelle, ça vient avec la propre morale de la personne qui reçoit cet argent. Oui, mais enfin, les conseils d'administration, il y a toute une procédure de validation. Il n'est pas tout seul à avoir décidé de ses revenus. Non, mais je veux dire, voilà, si on part d'un postulat philosophique, c'est un postulat personnel avant tout, à mon avis. Donc, la valeur de quelque chose, encore une fois, ça doit être indexé sur le travail. Si le travail est rémunéré, c'est très bien. Et la personne elle-même, si elle a cette idée qu'il faut une égalité, elle peut aussi redistribuer ses biens. Ça existe. Donc, c'est ce qui se fait avec le nouveau PDG, notamment de Renault. Il y a un certain nombre de PDG d'ailleurs qui ont refusé d'avoir. Et ça se dans les entreprises de vouloir essayer de redistribuer les bénéfices, d'être un petit peu dans la philanthropie d'entreprise. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. En tout cas, si c'est indexé sur une certaine réussite, c'est pas tellement choquant. Voilà. Après, oui, c'est ce qu'on disait. C'est le truc choquant. Le type qui réussit, qui sauve des emplois et qui engage. Vous avez licencié 300 000 personnes et qu'en plus vous partez avec ce qui est arrivé avec 200 millions d'euros, c'est quand même curieux. Je pense que puisque l'on était dans un débat plus macro, nous sommes aussi rattrapés, je ne sais pas si c'est l'air du temps, mais en tout cas on est rattrapé par ce qui se passe sur la planète, c'est-à-dire qu'on est confronté non plus à l'infini, mais en tout cas à des restrictions, c'est-à-dire des restrictions de ressources. Et on est loin des années 80 où tout paraissait infini. Et l'ère tapis où on pouvait monter comme ça jusqu'au ciel dans des rémunérations folles, il n'y avait pas de limite. Et aujourd'hui, je pense que les générations qui arrivent, elles sont dès le plus jeune âge confrontées aux limites. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être plus de sensibilité à ça. On sait que tout est fini, et donc il va falloir partager les ressources de manière plus générale. Qui est-ce qui a regardé le débat sur les européennes sur France très brièvement et qui a tenu jusqu'au bout? Moi, je suis très fatigué, donc je peux répondre positivement. Vous avez tenu jusqu'au bout? Ouais. François Bouziane, vous avez pu regarder un tout petit peu? J'ai regardé, et le point d'interrogation que je peux avoir, c'est est-ce que c'est un débat? Parce que c'est pas un débat, vous avez raison. Un débat, pour moi, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire qu'on a un temps de parole chacun qui n'est pas contrôlé. Et surtout, je ne sais pas le chronomètre pour savoir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Il y a deux choses qui me sont
sont apparus, c'est que ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a, en plus dans les nouvelles générations, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais nous avions 2 philosophes qui sont des débatteurs par le fait et qui sont habitués à débattre sur le fond. Et confrontés à des gens qui sont... Xavier Bellamy et Glucksmann. Et Raphaël Glucksmann. Donc ça, je trouve que c'est un signal aussi intéressant, c'est que peut-être qu'on recherche plus de fond qu'avant. Et ils étaient confrontés à des spécialistes de la petite phrase ou du coupage de parole. Et d'ailleurs, Raphaël Glucksmann a exprimé le fait à l'issue de l'émission qu'il n'était pas fait pour ça. Et Bellamy, c'est le seul qui n'a interrompu personne, je crois. Oui. Est-ce qu'il a marqué des points? C'est ça, c'est le gros point d'interrogation. Oui, il a plutôt été bon. Mais c'est vrai que ça pose le problème de l'exercice, de cet exercice-là. Enfin, je crois que France Télévisions avait d'ailleurs décidé au départ de ne pas inviter tout le monde. Il y a eu un recours devant le tribunal administratif qui les a obligés à inviter tout le monde. Le Conseil d'État est revenu en arrière en disant voilà, ils ont le droit. On n'est pas dans la période de campagne électorale proprement dite, donc une chaîne de télévision a le droit d'inviter qui elle veut. Et puis ils n'ont pas voulu se fâcher, donc ils ont invité tout le monde. Mais à 12 personnes, parler de problèmes comme l'Europe, où il y a des sujets un peu complexes, un peu techniques, c'est impossible, non? On a un peu l'impression d'un remake politique de questions pour un champion, quoi. Chacun est derrière son truc, il faut répondre à la question, les autres regardent, on couper la... Enfin, ça n'a, à mon avis, aucun sens. Enfin, je veux dire, personne ne vous avez raison. Il y a 2 sortes de débats. Il y a un peu les tenants de la petite phrase qui coupent, qui interrompent, etc. Et évidemment, et qui forcent les autres un peu parfois à leur répondre parce qu'on n'a pas envie de se faire insulter sans. et ceux qui restent dans leur communication, quoi. Je rejoins complètement la position, c'est qu'il y avait aussi un côté jeu télévisé avec des votes. Et alors, quand la question a été posée sur glyphosate, poum, pour ou contre. Majorité de verts, tout le monde était contre. Ouais. Donc on est vraiment dans les jeux où l'on voit chacun voter avec sa tactile, sa tablette. Je crois qu'on est complètement loin de... Alors c'est pour moi paradoxal, mais c'est le propre de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là sur le fond, qu'on laisse pas s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils ont quelques secondes, minutes sur un sujet très important. Alors nous on a peu de chance parce qu'on a un peu de temps et on peut laisser les gens s'exprimer, mais c'est vrai qu'il y a une règle de la télévision, c'est on a peur de faire chier les gens tout le temps, donc on coupe, on zappe à la place des téléspectateurs, on n'a pas le temps de s'exprimer, on n'a pas le temps d'exprimer une idée, enfin ça devient quand même infernal. Sinon, c'était pas un débat d'idées, c'était un combat pour parler, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce... Mais alors, on peut... Et je ne sais pas si ça donne voilà des élections sur lesquelles il va y avoir quand même beaucoup d'abstention, et je ne suis pas sûr que ce genre de débat ne donne pas encore plus une mauvaise idée de l'élection que... Tout à fait. D'autant que 12 personnes, c'est quand même gigantesque, et je suis absolument persuadé que si on prenait les photos des 12 participants et on demandait à une majorité de Français de mettre un nom sous chaque photo, mais ce serait un carnage, quoi. Je veux dire, personne ne serait capable de dire qui est Nathalie Loiseau, qui est Jordan Bardella, qui est machin. Je veux dire, il y en a 2 ou 3 qu'on connaît un peu, mais sinon après, je veux dire, c'est une espèce de maelstrom politique. Oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a aussi, on a vu aussi, enfin, dans ce débat, un peu, si on regarde l'image, une sorte de renouvellement quand même de la classe politique. Ça, c'est plutôt positif pour le coup, peut-être. Bah oui, non. Même si les gens ne connaissent pas ou n'identifient pas encore tout à fait. Non, je sais pas. Je trouve qu'on va finir par regretter les hommes politiques du temps d'avant. De l'ancien temps, comme dirait Macron, parce que franchement... Si je devais faire ma réac, ou en tout cas regretter quelque chose de l'ancien temps... Oui, allez, on y va. Donc, si je devais regretter quelque chose de l'ancien temps, moi, ça serait les anciennes émissions politiques. C'est-à-dire que moi, ce qui me manque beaucoup, c'est El Kabbach avec Georges Marchais, c'est ce temps qu'on avait pour parler, pour rencontrer la personnalité avant même le programme. C'est-à-dire qu'on s'attachait à la personne. 2 heures avec un seul interlocuteur. Voilà. Sachant qu'alors la régulation du CSA, vous l'avez rappelé, elle est très stricte, mais néanmoins hors période électorale. Alors, en période électorale, c'est-à-dire 15 jours avant l'échéance, il faut une égalité stricte. Sinon, auparavant, c'est une équité des temps de parole, donc c'est qui est mesuré par rapport à votre poids politique. Donc, on n'avait pas besoin d'entendre, par exemple, Benoît Hamon aussi longtemps, ou par rapport à ses intentions de vente, ou Asselineau, notamment. Et France, ou je sais pas qui. Alors, le tribunal administratif s'était fondé sur la régulation pluralisme, et c'est vrai qu'on doit normalement entendre un pluralisme des courants d'idées. Mais ça va tout à fait avec des émissions individuelles. Donc, moi, je ne
ne comprends pas pourquoi maintenant la nouvelle mode est d'entendre tout le monde en même temps. C'est la seule solution pour être sûr de n'entendre personne. Et je crois que c'est une erreur de programmation. Quand on voit comment a fonctionné l'émission de Cyril Hanouna avec Marlène Schiappa, ça prouve que on ne peut plus entendre parler de politique comme ça. Alors, de là à en arriver à l'émission de Cyril Hanouna à France 2, je pense qu'il y a encore une très grande marge. Mais il faut arriver à retrouver un temps calme en politique. J'ai été assez choquée aussi de la manière dont le présentateur Thomas Soto avait de recadrer un petit peu violemment des personnes aux responsabilités, en étant un petit peu maître d'école, en disant bon, maintenant ça suffit, pensez à vos électeurs qui vont être cernés demain. La preuve, quand on va au bout du coup, on est fatigué. Mais c'était ridicule. À mon sens, on met plus en valeur la parole politique, on essaye de les mettre en défaut, et je ne crois pas qu'on puisse obtenir un débat sain dans ce contexte. Et moi, je crois que c'est ça le problème. C'est en réalité, c'est comment la politique est faite, et elle est faite à partir du format qui a été créé par les journalistes. Et moi, alors bon, c'est ça, oui, c'est la télévision qui a posé ces lois. Et moi, mais des mauvaises lois pour le coup, parce qu'il y a d'autres lois dans la télévision. On n'est pas obligé de commencer. En fait, il y a une volonté du buzz, il y a une volonté de l'image, il y a une volonté. On veut plus de fond. On a commencé l'émission où chacun devait ramener un objet. Donc, on a eu des menottes, on a eu des je ne sais quoi. Chacun monte son objet. Il a une minute pour présenter son objet. On les infantilise. Voilà. Pour le coup, il y avait un gagnant là-dedans, c'était Bellamy, avec Lydia Elodicé, je trouve. Enfin, c'est quand même plus intelligent que les autres. Moi, j'ai bien aimé le piment d'Espelette. C'est une. Le piment d'Espelette, j'aime beaucoup. Parce que c'est mon pays, moi. Il y a un côté. On pose des questions chocs, on leur demande de répondre par oui ou par non. On met pour, on met contre. Le seul qui a voté vert, là, tout le monde a mis rouge. On lui dit alors pourquoi, etc. Et puis les autres, les bras croisés. Enfin, il y a ce côté vraiment où le débat est caricaturé. On veut tout de suite une réponse tranchée, définitive. On ne crée pas les conditions du dialogue. Et puis il y a un mépris aussi des journalistes, je trouve, vis-à-vis du personnel politique, tout bord confondu d'ailleurs. On les coupe. Il y a le côté tribunal, effectivement. C'est deux procureurs qui sont là, leur répondez, taisez-vous, à vous. Ils n'ont qu'une minute pour parler, on les coupe, on fait la petite phrase pour dire voilà, on rectifie, on donne la parole à quelqu'un, la personne ne peut pas répliquer. Moi, je trouve que on reproche beaucoup de choses aux responsables politiques, mais en réalité, je trouve que ces responsables politiques sont mis dans des conditions qui rendent justement impossible l'exercice de leurs fonctions. C'est ça. D'autant plus qu'au lieu de jouer les maîtres d'école, à mon avis, le rôle des journalistes, parce qu'il y a quand même des erreurs qui sont dites dans ces débats, des fake news, etc. Ça serait de corriger. Ça serait de dire la vérité quand les gens disent des mensonges éhontés. Et donc il y a un double mépris vis-à-vis des candidats, vous avez raison, et je pense quand même vis-à-vis aussi des téléspectateurs qu'on prend quand même pour des cons, quoi. Mais non, ça aussi, moi, le fact-checking ou les fake news, je pense que, en fait, je ne sais pas qui a fait la poule, qui a fait l'œuf, mais à force de vouloir contrôler la véracité des chiffres et des informations, là encore, on minorise le rôle du politique, on le met en défaut, on le note, et ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, profondément me choque, puisque du coup, maintenant, il faut préparer des fiches. Alors, on reproche aussi, par exemple, on a reproché à Raphaël Glucksmann de lire ces notes, mais il y a tellement de données chiffrées sur lesquelles vous êtes attendu à la suite d'un petit Twitter qui va vous dire que vous avez commis quelque chose d'erroné. Là aussi, ça va un petit peu avec l'évaluation et mais quand il y a un mensonge. Gros mensonge, c'est pas mal non plus. Pas tenté peut-être, le rôle des journalistes, c'est peut-être aussi de connaître un peu les dossiers, mais ils les connaissent pas. Sur les millions de migrants par du Contaignan, il n'a pas été repris par un journaliste. Mais parce qu'ils connaissent aucun dossier. Ils sont là pour faire le maître d'école, c'est très bien, mais enfin après, il faudrait peut-être bosser. Si nous revenons sur le fond, c'est que donc c'est tout sauf un débat, c'est ce que nous venons de dire. Et en plus, là, encore un paradoxe, c'est que arrivent des personnes qui ont l'habitude de débattre sur le fond, et sur le fond idéologique, et je pense qu'il y a un vrai besoin de ça. C'est-à-dire que pour contrer ça, on peut aussi, si on a un politique, prendre la décision de ne plus y aller. Donc ça peut être une décision. Raphaël Glucksmann, quand il dit à la sortie « je ne suis pas fait pour ça », il a peut-être raison de le dire. Et on peut attendre de ces gens-là, c'est comme un mouvement de balancier, il faut qu'on sorte justement de ce spectacle et qu'on revienne sur le débat d'idées. Et là, je ne sais pas si c'est passéiste, mais ça a bercé mon adolescence, c'est les gens... En plus, on n'a plus le droit de s'étriper un peu, c'est-à-dire le débat, c'est la contradiction. Mais il y a 12 personnes que vous voulez faire. C'est impossible, mais même quand il y en a peu, ce qu'on attend, c'est de l'invective, de la petite phrase au petit mot, mais pas la contradiction d'idées.
Mais je pense que Bellamy, lui, sort plutôt grandi de ce temps politique, parce que depuis quelques semaines, je veux dire, il fait une sorte de sans faute. Après, on peut adhérer ou pas à ses idées, mais dans sa façon de s'exprimer, de refuser effectivement la petite phrase, de refuser l'invective, de refuser de critiquer systématiquement ce qui vient du parti adverse, etc. On a l'impression d'un type qui réfléchit un peu, qui est un peu apaisé, qui dit ok, ben voilà, moi je pense ça, je représente ça. Après, vous aimez, vous aimez pas, on peut en discuter. Et ça, c'est très agréable, je trouve, quand on a l'impression. Et il n'y a pas ce côté Glucksmann effectivement qui dit bah oui, je suis pas fait pour ça. Bon bah lui, il n'était pas non plus fait pour ça, et il a l'air de bien s'y mettre. Et je trouve que c'est assez plaisant. Il était déjà politique, il était déjà aux affaires sur Versailles. Oui, bon, enfin, c'est différent. Il était adjoint au maire. On change quand même de Marigot, là. Mais non, on l'a eu beaucoup dans cette émission. C'est prévu plus longtemps. C'est peut-être un coup politique adroit de Wauquiez, justement. Très. C'est de changer de registre Exactement. Et de placer sur le devant de la scène pour ces élections quelqu'un qui est pas antinomique, mais en tout cas qui est très différent. Mais le Point titrait la semaine dernière l'homme qui réveille la droite. C'est pas. Mais même Christian Jacob, qui était un des plus fervents opposants à la nomination de Bellamy, un intellectuel. Mais il revient dessus. Il revient dessus en disant finalement c'est probablement une bonne idée, parce que il renouvelle le genre, il est bien, il est intéressant, il est intelligent, il est voilà. Donc il y a beaucoup de gens, enfin proches des républicains ou républicains qui n'étaient pas fans. Voilà, en effet, ta désignation, et qui adhèrent beaucoup maintenant. En effet. Il y a une chose qu'il a réussi, à mon avis, dans une période assez perturbée pour les LR, c'est d'arriver à une forme de synthèse, c'est-à-dire que finalement, on a le sentiment qu'il a sa position, alors qu'il y a le problème, c'est le fond. Voilà. Le problème, c'est que si vous prenez le programme LR, vous avez des mesures Macron, et vous avez des mesures souverainistes de l'autre côté, et que comme ils n'arrivent pas à choisir entre l'un et l'autre, qu'ils veulent capter les deux électorats, le programme n'est pas clair. Je crois justement. Et c'est peut-être ça qui les plombe dans les sondages, d'ailleurs, parce qu'on voit quand même que les deux qui sont en tête, c'est la liste Renaissance, c'est-à-dire LREM, qui est très pro-européenne, et la liste Rassemblement National, qui est en gros anti-européenne. Mais c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, sa réussite personnelle, c'est d'avoir déjà réussi à s'imposer en tant qu'outsider, et d'avoir fait une forme de synthèse entre toutes les micro-familles de sa famille. Néanmoins, ça l'oblige à un grand écart qui n'est pas forcément très lisible. Et ça renoue avec la question qu'on a posée des philosophes contre les petites phrases. Est-ce que dans un débat aussi passionné que celui de l'Europe, on n'a pas besoin finalement de positions claires, tout noir ou tout blanc? Et ça prouve que finalement, les deux seuls partis qui arrivent à se faire entendre, qui ont un débat audible et clair, ce sont ceux qui ne sont pas forcément dans la nuance et qui ne sont pas forcément dans le fond philosophique, mais qui au moins arrivent malheureusement à donner, qui ont des positions claires. C'est reconnaissable, on voit à peu près. Une chose que nous pouvons relever aussi, dans cette multiplicité de 12 acteurs, c'est que c'est la difficulté justement à trouver des convergences. Oui. Alors, c'est une élection pour un Parlement européen, on doit trouver des solutions ensemble. Et en plus complètement. Oui, c'est un Parlement dans lequel il y a beaucoup d'alliances, beaucoup de voilà. Donc là, on arrive déjà avec 12 candidats, avec des gens où pour trouver la différence, il faut quand même être un très fin analyste politique. Et autre chose également, c'est qu'il y a des gens qui viennent à une élection pour dire ouvertement qu'ils sont contre l'Europe. Alors ça, c'est complètement paradoxal aussi. Il y a un paquet parmi les 12, je peux dire. Donc c'est au moins 4, enfin. C'est aussi je trouve que c'est pas paradoxal. On peut être par exemple candidat à l'élection présidentielle justement pour dire je veux passer à une nouvelle République parce que le président de la République a trop de pouvoir. Moi, je trouve qu'il ne vient pas en disant je ne veux pas être président de la République. Non, mais que là, il y a certains acteurs qui disent je suis contre l'Europe. Oui, mais c'est rentrer dans le système pour le détruire. C'est aussi politiquement. Oui, après, ça serait bien que quand ils sont élus, ils siègent. Oui, mais ils ont pris un engagement. Ils ont tous pris un engagement. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'absentéisme dans les partis plutôt anti-européens élus au Parlement européen. Il a affecté les fonds européens pour le travail européen. Il y a un petit point à dire, c'est que c'est vrai que ce qu'on a dit sur la cacophonie des partis politiques est totalement réel. C'était affligeant de voir autant de micro-pensées, mais surtout rappeler aussi la particularité du Parlement européen qui est composé uniquement de partis de coalition, puisque justement, comme c'est un Parlement qu'on pourrait qualifier de
peut-être fédéral, en tout cas qui fédère l'ensemble des partis des États de l'Union. On ne peut pas avoir un parti socialiste, un parti Renaissance, et donc précisément les familles politiques au Parlement européen me semblent beaucoup plus cohérentes que celles qu'on a en France, c'est-à-dire que vous avez une famille plus démocrate, une partie plus centrée sur les questions sociétales, plus environnementales, et même pas pour ce débat-là, on arrive à se mettre d'accord, et je suis totalement d'accord avec vous. C'est triste pour l'image qu'on va renvoyer à l'Union européenne. Après, il y a des problèmes aussi, par exemple le PPE avec Orban, etc. Est-ce qu'il faut qu'il soit dedans, pas dedans? Enfin, ça c'est des problèmes après un peu plus compliqués. Finalement, ça serait peut-être ça la nouvelle démocratie, c'est-à-dire la démocratie où il y aura plus de candidats que d'électeurs, non? on y vient un peu. Un mot peut-être sur le remaniement ministériel, avec une députée puis 2 très proches collaborateurs du président de la République. L'impression que ça se resserre, quoi. Un ministre maintenant, c'est un conseiller, quoi. Oui, enfin, c'est peut-être un peu méchant là, de dire ça, parce que non, c'est Il y a Monsieur O. Il y a rien d'aberrant là-dedans. Après, tout le monde se focalise un petit peu sur Sitbet Ndiaye, qui a l'air d'avoir un certain franc-parler. Qui dit quand même, je vais faire le job. Voilà. C'est pas terrible quand même, si, pour un ministre. Elle démarre. Enfin, bon, après... Elle est spécialiste de communication quand même, donc oui, mais elle est dans l'air du temps, justement. Alors, c'est vrai qu'elle avait aussi dit, répondant à une question sur les obsèques nationales ou pas de Simone Veil, elle a dit la meuf est morte ce matin, on verra. Elle est dead. Bon, c'est vrai que c'est un peu curieux. Et puis il y a une autre phrase qui m'a interpellé aussi. Alors j'ai pas réussi à savoir si c'était un poisson d'avril ou pas. Il paraîtrait qu'à un moment elle ait dit je suis prête à mentir pour protéger le président. C'est un peu compliqué pour un porte-parole. Voilà, on peut le faire, mais il ne faut pas le dire en tout cas. Voilà. Ça qu'on monte, cela dit, ça c'est plutôt oui, mais ça, du collier. On a quelquefois des choses à prendre aux États-Unis. Aux États-Unis, un porte-parole n'a pas le droit de mentir. Si le porte-parole dit officiellement un mensonge, je veux dire, c'est un délit. Enfin, je veux dire, que ce soit le président. Voilà. Oui, non, mais le porte-parole n'a pas le droit de mentir aux États-Unis, le porte-parole du président. Alors qu'en France, si en plus elle l'avoue, elle dit je suis prête à mentir, c'est dommage. Ça dévalue un peu la fonction de porte-parole. Toute cette garde rapprochée là qui arrive au gouvernement, c'est un sentiment quand même un peu de solitude ou de du président. Oui, je t'en prie. Moi, personnellement, ce que je trouve, c'est qu'en effet, c'est très En Marche et c'est très première famille d'En Marche. Donc, en effet, à mon avis, ça veut dire que déjà, le parti pris qui avait été le sien au départ d'aller composer plus loin et d'essayer de démontrer que ce serait un gouvernement d'ouverture est déjà là complètement abandonné. Et puis, ça prouve aussi qu'on n'a plus vraiment de personnel qui a envie de s'engager en politique. Donc, on est obligé de prendre parmi les plus proches pour avoir... Alors, ça va aussi peut-être avec l'acte 2, justement, du mandat d'Emmanuel Macron, dont il a plusieurs fois parlé, qui prouve que maintenant, il entend encore plus affirmer sa couleur politique. Néanmoins, la question se pose aussi à nouveau de l'expérience de ces En Marche. Et ça l'expose encore plus. Et ça l'expose, à mon sens, encore plus. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que on dit voilà, un conseiller peut devenir ministre, donc c'est peut-être pas une bonne chose, mais il faut rappeler que le président lui-même était conseiller de François Hollande et qu'il est ensuite devenu président. Et la deuxième chose, c'est que, à mon sens, on a beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité en étant conseiller du président de la République qu'en étant ministre. C'est possible. Ça, c'est évident. Conseiller pour la presse et pour alors conseiller pour la presse, c'est peut-être un peu à part, oui, ça. Oui. Mais comme conseiller de l'Élysée, oui, ça c'est évident. Manque quand même de personnel politique et de figure. François Bouziane, là-dessus, sur le gouvernement. Moi, j'ai pas d'opinion forte sur le sujet. Nous parlons de nouveaux visages également aussi. Je crois que c'est aussi dans l'air du temps. Donc, d'accord. Maintenant, là aussi, on s'éloigne du fond, encore une fois. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On parle de la surface des choses. Là, c'est l'apparence. Et quant à l'isolement d'un dirigeant, et notamment d'un président de la République, je crois que de toute façon, ça, c'est évident. C'est une épreuve de grande solitude. Il y a la solitude et puis il y a le fait trahi d'être que en par première ses ligne amis. quand même. Là, on voit bien on peut parler un peu du grand débat si vous voulez, mais on voit bien que c'est lui qui le prend en charge, qui va à la rencontre, qu'il est un peu seul là-dedans. On a l'impression quand même que et c'est peut-être la loi du quinquennat, on en a parlé souvent, mais tout remonte à lui, tout part de lui, quoi.
Ça, c'est vraiment affaiblir l'institution présidentielle qui a été créée pour éviter exactement ce qu'il est en train de faire. Un président de la République qui, au regard de la Constitution, article 5, est arbitre et le garant de la nation et vraiment en dehors du jeu politique. Et là, on a quelqu'un qui se moque, qui va répondre, qui va demander au kidam de lui donner sa fiche de salaire pour vérifier s'il répond bien aux conditions du décret qui régit sa situation. On a plus cette protection qui doit intervenir entre le président et le peuple français avec un Premier ministre fusible et un président qui garde sa hauteur, alors sans s'enfermer non plus à l'Élysée, mais qui, dans sa posture, son discours, a quelque chose qui est national. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le retour de l'hyperprésidence. On en a beaucoup parlé pour Nicolas Sarkozy, qui pourtant avait quand même réussi à déléguer pas mal de choses à ses ministres. Je ne parle pas de son Premier ministre qui était assez dévalorisé, mais à ses ministres qui avaient quand même des responsabilités. Ici, on a vraiment le sentiment que Jupiter est revenu, c'est-à-dire que précisément, c'est lui qui a pris en charge le tout. J'ai lu dans un article que c'était le président, non pas de l'omniprésence, mais de l'omniscience. Et je pense à la fois que ça fait partie de sa personne, parce que il a l'air de pouvoir avoir une capacité de travail dont on a déjà glosé plusieurs fois, de pouvoir être à l'aise sur beaucoup de sujets. Mais est-ce que ça ne lui donne pas un petit peu le sentiment de tout savoir et de pouvoir tout diriger? J'ai peur que finalement ça, que sa qualité c'est soit compliqué son pendant défaut. 5 ans de tenir le coup. Hein. Voilà. Mais c'est un peu ce dont les Français avaient besoin. Enfin, je veux dire, il faut se souvenir, quand il était élu, il y avait quand même un enthousiasme assez énorme. Les gens étaient totalement séduits par ce jeune type, sa personnalité, etc. Donc, c'est peut-être contraire à l'esprit de la Constitution, mais ça me paraît tout à fait cohérent avec l'esprit des gens et la volonté. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup Édouard Philippe, mais on n'a pas voté pour Édouard Philippe. On a voté, les Français ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, ils ont envie d'un jeune type qui avait à peine 40 ans. On n'a pas envie de le voir se chiraciser et ne rien faire pendant 12 ans. Mais en même temps, il y a des demandes contradictoires. Il y a quand même une demande un peu monarchique dans l'élection présidentielle. Donc, quelqu'un qui est un peu au-dessus. En même temps, s'il est un peu trop au-dessus, en effet, vous avez raison. On lui demande, alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il intervienne. C'est vrai que les demandes sont contradictoires et compliquées à résoudre. Je trouve qu'honnêtement, il a quand même vraiment, et là pour une fois, je vais être de l'avis de votre ami Bayrou, il a remarquablement bien repris la main avec l'épisode des Gilets jaunes, avec cette omniprésence sur le grand débat, etc. Parce que, je veux dire, après l'épisode 3, il était totalement dans les choux. Enfin, plus personne, on ne pouvait pas prononcer le nom de Macron sans que les gens sortent la gousse d'ail et le crucifix. Et puis là, tout d'un coup, maintenant, il est revenu un peu en haut du truc. Il y a moins de détestation, il y a plus de trucs. On élit un président pour pouvoir, en France en tout cas, il y a un côté encore très royaliste, pour pouvoir mieux lui couper la tête. Ensuite, il y a quelques mois, on lui reprochait d'être loin du peuple. Là, il en est sans doute trop près. Et on lui reproche. On va lui reprocher. Bon, je crois que en tout cas, il faut effectivement être très très fort. Et en plus, il a plus le temps d'aller au ski, donc c'est quand même difficile. Mais c'est vrai que la définition de la Ve République, c'est une monarchie où on coupe la tête du roi tous les ans. Oui, mais on peut ne pas se voir couper la tête si on arrive à trouver cet équilibre. Je pense que pour le coup, lui, il fait vraiment le grand écart où il était totalement absent, totalement invisible, totalement jupitérien. Je ne prends pas la parole, etc. Et puis là, d'un coup, il arrive dans le débat, il va partout, il parle de tout. Et puis, c'est incroyable. Et là, on lui demandait d'intervenir un peu plus, mais pas à ce niveau-là non plus. Et puis d'avoir une parole présidentielle qui soit une parole nationale, globale, pas quelqu'un qui vient répondre à la situation particulière de chacun. Il faut avoir une vision qui soit quand même différente. De gouverner, quoi. Moi, il y a une chose aussi qui m'interpelle un petit peu dans cette manière de mouiller la chemise et d'aller devant les maires de France, c'est que ça n'était pas du tout prévu dans le programme du grand débat déjà, puisque le grand débat était censé normalement appartenir aux Français, pour que ce soit eux qui proposent, hein, donc ça change un petit peu la logique. Et il y a une deuxième chose, c'est que le président aime beaucoup les expressions un peu old school comme ça. À mon avis, il est en train de nous vendre le miroir aux alouettes. C'est-à-dire que la fin du grand débat, c'est le sujet tabou. Personne ne sait ce qui va sortir de ces 3 mois de discussion et de ces 4 heures qu'il a passé à chaque fois devant tout le monde. C'est bien d'écouter, c'est bien, quand c'est pas 5 ou 6 sous test, c'est bien de montrer qu'on peut travailler jusqu'à très tard et écouter tout le monde, mais c'est bien d'en faire quelque chose. Et ça, moi, profondément, ça m'inquiète. Sur 10
pense que le grand débat ne servira à rien. Mais attendons d'abord pour juger, et puis on ne peut pas tout reprocher toujours à ce pauvre président. C'est-à-dire que tout le monde a dit oui, c'est scandaleux, les gens les plus intéressants du personnel politique en France, ce sont les maires, c'est merveilleux, on les écoute pas assez, on les méprise. Puis là, il va leur parler pendant 6 heures, maintenant on dit mais c'est ridicule de s'adresser aux maires. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Je veux dire, soit les maires, c'est une quantité négligeable, et à ce moment on continue à dire on s'en fout, mais là, je veux dire, on lui dit les maires, vous n'avez pas fait assez attention, il va les voir, et là on est encore en train de râler. Je veux dire, c'est quand même merveilleux. Je veux dire, les maires avaient quand même demandé à être écoutés auparavant sur les besoins qui étaient les leurs, alors que là on écoute le président parler de ce qu'il estime être bon pour la phrase. C'est lui qui dit c'est dommage qu'on n'ait pas parlé du chômage et du terrorisme. Attention, les revendications des maires de France étaient des revendications fiscales et financières qui n'ont toujours pas été écoutées. Donc les maires en Bretagne, ils ont pu dire ce qu'ils ont voulu pendant 6 heures. Je veux dire, oui, alors après, je veux dire, on peut reprocher ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est aux maires de s'exprimer. Quand on est face au président de la République, ils ont 6 heures pour s'exprimer. S'ils n'arrivent pas à organiser leur pensée, c'est un autre problème. Mais alors d'accord, mais alors dans ce cas-là, ça aussi, c'est différent du grand débat. On nous vend beaucoup de choses sous une labellisation qui n'a pas forcément de consistance, à mon sens. Le grand débat, c'est pas non plus un règlement comme ça, avec article 1, article 2, article 3. C'est Jean-Charles, tu m'en voudras pas. Mais c'est une idée comme ça. Bon, voilà, on verra ce qui va en sortir, mais il n'y a pas de... J'ai tendance à penser, mais voilà, ça sera mon petit moment anti-grand débat, même si beaucoup de Français ont participé, que c'est une bonne chose. Je suis assez sceptique par rapport au processus de participation du public, parce que je trouve qu'il y a toujours un moment de récupération. Ici, du coup, il y a ces espèces de stand-up du président devant les maires de France qui ont une utilité, qui l'ont fait remonter dans les sondages, qui ont peut-être reconnecté la confiance, mais qui, à mon avis, privatisent un petit peu ce grand débat et le privent de son sens. Est-ce que ça donnera quand même quelque chose ? Je ne demande qu'à être démenti. Je pense que c'est aussi... n'oublions pas que ce sont des hommes politiques et que la politique, c'est un art difficile. Là, pour le coup, il lui a été reproché de ne pas être assez près des maires. Donc, il y a un exercice, entre guillemets, présenté démocratique. Et la frustration par rapport au résultat d'un grand débat, mais je pense qu'elle est liée déjà à la demande initiale. C'est qu'est-ce qui peut sortir d'un grand débat, hormis de débattre. Et c'est ça l'intérêt, peut-être. C'est que ça a permis aux gens, finalement, de lâcher de l'expression. Et c'est mieux de sortir des mots MOTS que des mots MAX, et plutôt que d'être dans une escalade. C'est ça. Je pense que c'est ça aussi la grande vertu politique. Alors après, c'est pas les mêmes. C'est une influence globale parce que ça a permis justement de minimiser l'impact de la violence et en tout cas de retrouver pour le coup du dialogue. Mais c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il y avait une crise quand même de la démocratie, c'est-à-dire que les partis politiques ne jouaient plus leur rôle qui était de dérivatif des violences et des haines, et le grand débat était une façon de prendre leur place au fond. Encore une fois, sur le résultat, il y a eu 3 revendications au départ du mouvement, même initial. Si on repart au 17 novembre, l'ISF, le référendum d'initiative citoyenne et la taxe carbone, d'accord ? Ce sont les 3 choses dont on est sûr qu'elles ne bougeront pas à la suite de ces heures de débat et de discussion. Donc, est-ce qu'on a vraiment donné une solution au problème qui était à l'origine ? C'est ça auquel je ne crois pas. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a apaisé, on a aussi montré que notre président était capable de se renouveler. C'est une bonne chose. Mais le résultat va-t-il pouvoir donner une solution à la sortie de la crise ? Je n'en suis pas convaincu. Après, je veux dire qu'on enterre le RIC, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, alors, voilà, c'est pas parce que le peuple a aimé des idées complètement saugrenues que vous direz on va le faire. Bah non, heureusement que pourtant on réfléchit. On aurait pu leur dire plutôt qu'on ne le ferait pas. Est-ce qu'il fallait qu'ils émettent des idées ? Bah voilà, ça, on est d'accord. C'est ça, voilà. Il nous reste 2 minutes et demie. Juste un mot, vous avez le sultanat de Brunei qui prévoit la lapidation pour punir les relations homosexuelles, et le Brunei est propriétaire de certains hôtels de luxe parisiens, dans le Plaza Athénée par exemple, qu'un certain nombre de gens demandent de boycotter. À votre avis, c'est une bonne idée, pas une bonne idée ? Moi, il y a 2 choses qui me choquent. Bien évidemment, il y a ce qui se passe dans le sultanat qui est absolument révoltante et scandaleuse. Après, les sortes de postures des vedettes qui disent on va boycotter 2 palaces, il en reste 12 à Paris. Je veux dire, ça va pas changer leur vie. Les gens qui travaillent dans ces palaces sont pas forcément. Oui, je veux dire, ils ont rien à craindre. Je veux dire, il y aura toujours du monde dedans. Et je préférerais que des personnalités comme Georges Clooney
fasse à la limite une conférence de presse pour vraiment s'exprimer sur ce qu'il pense de cet islamisme hyper radical, de cette façon de voir les choses. Et là, ça aurait du poids. Mais là, cette espèce de petit effet de manche, j'irai plus au Plaza, bah oui, je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, ça ne changera rien au monde, ça ne changera rien à ce qui se passe à Brunei. Alors que qui disent clairement ce qu'ils reprochent à cette religion, à cette façon de vivre cette religion, et là on arrivera à quelque chose. C'est une réponse économique à un problème politique, donc je suis d'accord, on est sur 2 dialogues complètement différents, et je suis pas sûre que ça amène quelque chose. Néanmoins, là aussi, dans un monde des petites phrases et des petites actions, oui. Voilà, au Des moins images. ça montre que y a des pays des droits de l'homme qui sont contre cette vision des choses, mais c'est pas un scoop. Mais il y a beaucoup de gens connus qui veulent plus y aller pour ne pas y être photographiés, etc. Il y a une seconde, on parlait des gilets jaunes. Je pense que sur la totalité des gilets jaunes, je veux dire, ont-ils déjà entendu parler du Plaza? Est-ce qu'ils avaient l'intention d'y aller un jour? Est-ce qu'à cause de Georges Clooney, ils vont dire, finalement, je n'irai pas prendre un brunch à 90 €. C'est ballot. Est-ce que vous allez faire un Yvelines Business Club au Plaza? Non, nous nous réunissons au golfe de la Boulie, qui est très sympathique. C'est très bien. Ouais. En tout cas, ça a la vertu de mettre le focus sur le sujet. Oui, absolument. Oui, ça fait parler quand même, ça fait prendre conscience peut-être. Et on a vu jusqu'où ça peut aller avec les hashtags de toutes sortes depuis 2 ans. Donc ça peut aller très très loin. Ça peut aller loin, oui. Oui, mais alors il faut parler du Qatar, il faut aller au Parc des Princes, une autre parce fois. qu'on s'en sort plus après. Il faut être cohérent. Vous avez l'air désespéré. Merci. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina, merci beaucoup Patrice. François Bouziane, Merci beaucoup. Jean-Baptiste Duclercq et Jean-Charles Dojani. Je rappelle les oubliés, n'oubliez pas. Très bien.